Bonsoir. Affaire Sansal entre divagation et manipulation. L'affaire Sansal est décidément révélatrice des graves convulsions qui agitent le pouvoir algérien. Rappelons que cette affaire avait commencé lorsque le même Boualem Sansal avait émis des thèses choquantes, il est vrai, à plus d'un titre, sur les frontières historiques entre l'Algérie et le Maroc. Il avait affirmé avec une grande assurance et une non moins vraie légèreté que tout l'ouest algérien appartenait à son voisin de l'ouest avant la colonisation française. En plus d'avoir attisé les feux de la discorde entre les deux peuples frères, cette affirmation, plus qu'erronée, ne résiste à aucun argument sérieux sur une situation très abondamment documentée pourtant. Pour rappeler juste de façon très superficielle cette question brûlante pour certains. Si l'émir Abdelkader avait en effet prêté allégeance au roi du Maroc, Moulay Abdelrahman, en octobre 1838, un geste de pure forme, inspiré par les nécessités de l'heure, et le mode de résistance entreprise par les Algériens contre l'occupant, en l'occurrence le djihad. Il faut souligner que le roi Moulay Abdelrahman n'a pas appelé de façon globale et dans les deux pays à la résistance contre le colonialisme français en Algérie. Bien qu'il avait considéré l'occupation française du pays voisin comme une menace sur l'indépendance du sien. Mais il avait manifesté une vraie bienveillance à l'endroit de la résistance algérienne. Il avait puissamment aidé l'émir Abdelkader et avait même commencé par entreprendre une mobilisation du peuple marocain contre la menace colonialiste. Quelques années plus tard, après des attaques françaises sur le royaume marocain, tout particulièrement le bombardement de Tanger et de Mogador, et la déroute de l'armée marocaine lors de la bataille d'Isli, le roi du Maroc a cédé aux pressions françaises et il a exigé de l'émir qu'il quitte son royaume. Il a même envoyé des troupes contre lui pour le chasser de ses terres. Rappelons aussi que quelques années plus tôt, lorsque l'émir s'était réfugié au Maroc oriental, dans la région d'Oujda, où il avait reçu un accueil triomphal, l'émir Abdelkader a manifesté une très ferme fin de non-recevoir aux tribus marocains qui avaient voulu lui prêter allégeance. Il a dit ces mots depuis le minbar de la mosquée. Je ne suis pas entré sur les possessions du sultan pour m'accaparer de son pouvoir et de ses terres. Cette attitude serait exécrable. Fin de citation. Mais toutes ces péripéties ne sont que points de détail dans l'histoire tourmentée du Grand Maghreb. Au fil des vicissitudes et depuis des siècles, les frontières entre les dynasties qui ont régné sur l'Afrique du Nord ont souvent bougé, dans un sens ou dans un autre, entraînant l'agrandissement ou la réduction territoriale des uns et des autres. Depuis l'Antiquité jusqu'à l'occupation coloniale
européennes, notamment françaises, qui avaient tracé les dernières frontières dont on dit aujourd'hui qu'elles sont héritées du système colonial. Si le régime algérien était un État digne de ce nom, cette outrancière intrusion de Sansal dans un domaine qu'il ne maîtrise vraisemblablement pas et qui reste insignifiante en soi, aurait pu, à la limite, être l'occasion d'un débat public. Sansal aurait pu être défié par des historiens dignes de ce nom pour lui opposer leur propre thèse. L'histoire en serait restée là et Sansal aurait été magistralement désavoué, dignement, loyalement, dans le respect du droit et de la liberté d'expression. Dans une réaction à la limite extrême, il aurait pu être déféré devant la justice, dans le respect de sa dignité et de son honneur, sans qu'il soit besoin de l'incarcérer, et sommé de répondre à une accusation de révisionnisme, si tant est que cette disposition existe dans le droit pénal algérien, ce qui semble ne pas être le cas. Au lieu de cela, il a été enlevé, kidnappé par on ne sait quelle barbouze, non identifiée jusqu'à aujourd'hui, qui l'ont cagoulé, maltraité, qui lui ont mis des menottes, jeté on ne sait où, et personne n'a pu obtenir de quelques informations sur lui, ni sa famille, ni ses avocats, pendant plusieurs jours. Puis, il a été enfin présenté à la justice dans une parodie de procédure qui laisse songeur pour un pays qui se dit démocrate respectueux du droit et de sa propre constitution, pourvu d'institutions qu'il nous dit pérennes et souveraines. Il a été condamné, M. Sansal, à 5 années de prison ferme et jeté en pâture à des relais haineux, coutumiers du fait. Il allait devenir pendant plus d'une année le bouc émissaire d'un système qui fait tout pour convaincre une population systématiquement désinformée que cet homme n'était qu'un pion visible d'une intention internationale et revancharde et d'une France qui cherche à faire main basse sur le pays et d'un voisin de l'Ouest qui cherchait lui aussi à profiter de cette situation pour s'accaparer à terme des territoires qui confinent à sa frontière. Cet incident allait être très grossièrement intégré à la fameuse lettre du président français qui avait, entre autres, reconnu la marocanité du Sahara occidental. Mais le pire, et qui montre toute l'outrance systémique de ce régime, aura été l'attitude du président algérien censé incarner l'État algérien, toutes ses institutions, sa constitution et ses plus hauts principes, qui a transgressé, que dis-je, qui a violé la présomption d'innocence de Boualem Sansal et l'honneur de toute une famille en le qualifiant d'enfant naturel, pour rester poli, et de demander à une chaîne de télé à la solde du régime de diffuser les images d'une vieille maison qu'on nous a présentée comme une maison honnête, pour rester poli, tenue par une tenancière qui n'est rien d'autre, qui ne serait rien d'autre que la mère du même
Sansal. Voilà ce qu'est l'hallucinante réalité de ce régime. Voici ce que sont ses états d'âme et ses méthodes, et la façon odieuse avec laquelle il trompe tout un peuple et toutes les opinions publiques mondiales. L'heure viendra-t-elle pour la société civile algérienne d'aller à l'essentiel, de retourner les pierres où se niche l'atrocité d'un pouvoir incapable de préserver sa propre image? Alors, donc je rappelle le titre, Affaire Sansal entre divagation et manipulation. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme à Bruxelles. Et nous serons bientôt rejoints par Aïned, qui est déjà là aussi, Maître Issa Rahmoun, avocat, ex-vice-président de la LAD. Je rappelle que Salah Debbouz était président de la LAD, Ligue algérienne des droits, de défense des droits de l'homme, et Maître Issa Rahmoun, qui était vice-président, avocat, vice-président actuellement de la Fédération internationale des droits humains en France. Je rappelle que tous les deux ont dû fuir leur pays pour se réfugier en Europe et obtenir des statuts de réfugiés politiques. Et je rappelle aussi que leur ligue, celle qu'ils animaient, qu'ils présidaient, a été dissoute par le pouvoir algérien. Maître Salah Debbouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je te salue d'abord, Si Jamel, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Et je salue aussi mon ami Maître Rahmoun Issa et je salue aussi les téléspectateurs. Merci. Maître Issa Rahmoun, merci donc d'être des nôtres. Alors, Maître Issa Rahmoun? Ben, merci, Si Jamal, à mon tour de te saluer. Effectivement, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas croisé, comme disait mon ami et confrère Maître Salah Debbouz. Mes amitiés, Maître Salah Debbouz, et mes salutations aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par Maître Salah Debbouz, qui est avec nous. D'abord, comment se passe votre présence en Europe depuis que vous avez quitté votre pays? Ben, vous avez bien de dire maintenant quitter, parce que tout à l'heure vous avez dit fuir. En Fuir, fait, on n'a pas fui c'est une pourquoi? façon Non, 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 non. d'exprimer. Moi, j'ai fui mon pays aussi, je le dis toujours. Oui, mais moi, je ne vois pas la chose comme ça. J'ai quitté l'Algérie, je n'ai pas fui. Et je ne considère pas ça comme une fuite. D'autres peuvent le considérer comme une fuite, ils ont leur raison, hein. Mais moi, je dis que j'ai quitté l'Algérie pour préserver ma liberté, mes droits fondamentaux, parce que c'était impossible de le faire en Algérie sans trop de risques. Alors donc, comme disait Amira Bouraoui un jour, je veux vivre pour mes idées, je veux pas mourir pour mes idées. Donc, ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Ça se présente bien, on est libre. Ça nous a permis de prendre du recul, de voir la chose tranquillement et de comparer aussi, hein, parce que on est dans une société où on voit ce que c'est que les droits réellement, les droits de l'homme, les droits de citoyens et même ceux qui ne sont pas citoyens. Il y a l'humanisme, je pourrais dire que on le vit ici. La société est très sensible. Il y a eu une grande interaction avec ce qui se passait, par exemple, à Gaza, qui ne concernait pas forcément les Belges, mais les Belges avaient bougé, mais alors très, très
très, très fortement, hein, pour dénoncer ça, et ce qui est je donne un exemple, hein, ce qui est vraiment qui force au respect, c'est qu'il n'y a aucun lien ni de ra de ni par la race, ni par la religion, ni par intérêt économique, ni rien du tout, sauf que ce sont des femmes, enfants et hommes qui meurent, et qu'aucun calcul politicien n'était fait, et beaucoup de masses sont sorties régulièrement, des dizaines de milliers, parfois des centaines. C'est arrivé qu'il y ait des marches de plus de 100 000, 120 000, voire participants, pour dénoncer ça, juste parce que ça ne, ça ne va pas avec la morale. Ça, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, alors que on a l'habitude, par exemple en Algérie, que tout se fait par calcul et par affinité, par voilà, ça c'est j'allais dire dégoûtant. Parfois, on se retrouve en train de défendre une cause avec des gens qui sont là pour exploiter cette cause. On est obligé de défendre la cause par principe, mais on est écœuré de voir l'exploitation par, pour des fins idéologiques ou politiciennes, ou même avec des arrière-pensées peut-être parfois raciales, etc. Là, c'est un peu plus large. Je ne dis pas que c'est parfait, hein. C'est des sociétés qui ont leurs problèmes, hein. Aujourd'hui, ici en Belgique, il y a un premier jour de grève, demain, un deuxième jour, après-demain, ce sera 3 jours de grève presque générale, parce que la société civile n'est pas d'accord avec le programme du gouvernement fédéral. Oui, mais le gouvernement fait son travail, et le- l'opposition, le contre-pouvoir sociétal beaucoup plus que politique, fait aussi son travail, et les choses sont discutées fermement, mais calmement. Très bien. Maître Issa Rahmoun, alors, je suis tenté de vous poser la même question, vous qui avez eu un peu de difficulté à vous installer en Europe. Je ne parle pas de difficultés matérielles, hein, de difficultés morales, psychologiques. Vous avez eu du mal à vous arracher à votre patrie, mais finalement, vous avez très bien réussi. Nous parlons souvent, vous et moi. Vous êtes aujourd'hui vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Vous êtes désormais un avocat établi. Mais j'aimerais savoir ce que vous ressentez à l'endroit de cet exil que vous n'avez pas choisi librement. Effectivement, la question de quitter ou de fuir se pose, et entre les deux, moi, j'aimerais évoquer la question du choix, le concept du choix de l'exil. C'est un choix existentiel, c'est un arrachement, effectivement. C'est aussi s'arracher un cœur, s'arracher des sens, s'arracher des couleurs, s'arracher enfin d'une nature, s'arracher de son pays. C'est un choix très difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre une décision à un certain moment, avec tous les harcèlements, les intimidations qui suivaient notre engagement en tant qu'activiste militant des droits humains, soit rester et puis probablement euh, rentrer dans les rangs, être l'ami du pouvoir, le complice et le courtois ou le serveur. Deuxième choix, se taire et puis continuer sa vie de citoyen damné, le- et puis accepter que c'est à son combat, de renoncer à soi, ou créer cette passerelle justement universaliste dans le combat. Et très vite, le troisième choix, qui était très difficile, a été, j'ai opté pour ce choix. Donc, il fallait exister encore, il fallait parler encore, il fallait plaider encore, interpeller, alerter
sur les exactions, les violations des droits humains. Et justement, ce que je découvre en Europe, c'est très impressionnant, Sid Jamal. C'est que deux découvertes à l'occasion, au lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023, et pratiquement 2 mois après, l'éveil de l'opinion internationale, l'éveil des étudiants, l'éveil des organisations internationales, des partis politiques sur la question de Gaza en particulier et de la Palestine, l'occupation de la Palestine en général, m'a permis de découvrir des Juifs d'Europe très solidaires avec la population de Gaza. Ils partagent ni la religion, ni le territoire, ni les opinions politiques, mais ils sont humains dans l'engagement contre le génocide. Et ça m'a donné à réfléchir, c'est qu'il s'aligne du biais de l'histoire. Ça, d'une part. D'une autre part, je découvre une Europe, comme disait mon confrère Salah Debbouz, et particulièrement en France. J'étais porte-parole du rapport de la Ligue des droits de l'homme française sur l'érosion de la démocratie et de l'état de droit en France. Je découvre à travers la mission, à travers les entretiens qu'on a menés, à travers les enquêtes, qu'effectivement, même en France, il y a une remise en cause de l'état de droit, de la démocratie. Quand le ministre de l'Intérieur menace d'interdire, d'arrêter les subventions allouées à la Ligue des droits de l'homme, quand des associations sont aussi dissoutes en France, ça nous donne à réfléchir. Donc le combat, il est universel sur les droits humains, et cela, l'universalité des droits humains, ce combat la rend possible justement à travers la montée de l'extrême gauche, plutôt de l'extrême droite, de toutes les formes de fascisme qui s'expriment dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit aussi en Amérique latine. Quand on voit à côté, en Pologne ou en Hongrie, où la remise permanente de l'état de droit, de la démocratie qui s'importe, qui est transférée vers l'Europe de l'Ouest, ça donne du courage, mais aussi beaucoup de compatibilité pour les militants des droits humains. Et justement, l'un des mandats de la FIDH, dont je suis secrétaire général et pas vice-président, juste pour la précision, et ce mandat, c'est que la lutte pour les droits humains, c'est de rester vigilant, avoir les yeux ouverts sur ces violations, qu'elles soient à l'hémisphère nord de la planète ou dans le sud global. Merci. Quel est le nombre des avocats algériens, de tout l'ordre des avocats en Algérie? À peu près? Ben, Il me semblait que c'était 40 000, si je ne à m'abuse. peu près, on est à 45 000, 46 000 à peu près. Voilà, effectivement, c'est pour tout le territoire national, c'est l'équivalent du nombre d'avocats du barreau de Paris. À Paris, il y a 45 000 avocats. Et en Algérie tout entière, il y a effectivement 45 à 46 000 confrères. Comparé au nombre d'habitants, c'est un peu logique, j'allais dire. Mais sinon... C'est un peu logique, c'est proportionnel. Sinon, moi, je voulais préciser quelque chose pour rendre justice un peu. Je rappelle que vous deux faisiez partie de ce cénacle des avocats militants pour la défense des hirakistes. Vous étiez très, très engagés, vous y alliez de votre propre poche, vous avez subi des pressions intolérables, vous avez subi beaucoup de choses de pas très normales, mais vous avez tenu le cas. Et je rappelle, contrairement à ce que croient les gens, parce que vous avez tellement fait briller l'ordre des avocats, que je me rappelle de cette période, les Algériens pensaient que tout l'ordre des avocats était engagé pour le Hirak avec le Hirak, alors qu'en fait, c'est dur de le dire, vous n'étiez que quelques dizaines. Hein, mais passons. Je reviens à Salah Debbouz pour revenir sur l'affaire Sansal en elle-même. Alors d'abord, votre sentiment sur cette très curieuse histoire, sur cette violation
des droits, sur ces violations, ces transgressions du droit. Mais avant, on va écouter M. Tebboune nous dire en pleine instruction du procès. On va l'écouter, M. Tebboune. Et donc, il faut une certaine prudence. Le gouvernement algérien réagit toujours de manière épidermique. Un petit mot comme ça, et c'est la grande colère. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Tebboune, quelle gesticulation. Il parlait de moi en me traitant de bâtard, de... تبعت لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب. Saleh Debbouze, Oustad, alors franchement, le président, le chef de l'État, l'incarnation de l'État algérien, de la constitution, du droit, qui viole d'une façon aussi vulgaire la présomption d'innocence après avoir violé celle de Drarni, de Qadi Hassan, et je passe sur le reste. Alors d'abord, je vais peut-être t'étonner, si Jamel, ce que disait Boualem Sassal sur les frontières de l'Algérie. On l'a étudié en première, deuxième, troisième année et quatrième année moyenne. Il n'a rien dit de plus que ce que nous avions dans les bouquins d'histoire de l'époque. C'est-à-dire, à savoir que les frontières du Maroc allaient jusqu'à parfois au centre, pas seulement à l'ouest. Et après, c'est les frontières, c'est connu dans l'histoire, les frontières sont mouvantes, elles bougent pour une raison, pour une autre. Pardon, Oustad, pardon. Ce n'est pas l'objet de l'émission, donc nous n'allons pas polémiquer, mais moi je m'oppose avec fermeté, je m'inscris en faux contre cette histoire. Elle est totalement fausse. C'est vrai que les frontières ont bougé depuis l'Antiquité jusqu'aux frontières coloniales. Elles ont tout le temps bougé. Une fois, c'est le Maroc qui arrive jusqu'au fleuve Chélif, une fois, c'est l'inverse, la Tunisie, les Irides, les Sanhaja, toutes les dynasties ont eu les Rostémites, qui a été l'un le plus grand pays je rappelle que vous êtes mozabite vous-même, les Rostémites ont eu le plus grand État du Maghreb central. Mais les frontières ont bougé, mais je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites, en espérant que nous pourrions en discuter un jour. Je vous laisse poursuivre. Oui, d'accord. Alors, c'est juste pour dire qu'il n'y a absolument aucun fait contraire à la loi dans tout ce qu'a dit et même fait Boualem Sansal. Là, il n'y a vraiment rien D'ailleurs, dès qu'il a eu l'occasion de s'exprimer, il a dit « Je compte repartir en Algérie le plus tôt possible ». Et donc, même Macron était étonné. Il lui a dit « Attends, mais tu ne vas pas revenir ». Il a dit « Non, non, c'est pour voir d'abord si ce pouvoir est toujours sincère. Ensuite, j'ai des choses à récupérer. » Il a parlé de son téléphone et de son portable. Bref. Mais avant d'arriver à ça, il faut savoir que Sansal était un fonctionnaire de l'État algérien. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages. Et donc, je pense que cet élément a peut-être pesé dans sa démarche. Alors, d'un autre côté, il faut aussi savoir que Sansal est de nationalité française. Donc, aujourd'hui, si vous êtes de nationalité étrangère, vous avez de la chance pour ne pas subir la répression et l'injustice en Algérie. Je ne dis pas ça à l'occasion de l'affaire Sansal, parce que moi j'ai un autre exemple à vous dire maintenant en quelques phrases, en quelques mots. Durant le Hira, quand j'étais encore en Algérie, il y avait un journaliste qui avait une double nationalité, dont l'une des deux nationalités était américaine, et qui s'était fait arrêter à la place Odin, et les gens qui l'avaient arrêté voulaient lui faire porter le fardeau de la main étrangère. Il m'avait appelé parce qu'on se connaissait, et je suis allé le voir au commissariat, et vous savez, Maître Issa, sous contrôle de mon confrère Rahmoun Issa, l'avocat en Algérie ne peut intervenir avec son client qu'à partir du juge d'instruction, parfois même pas devant le procureur. Donc je rappelle qu'il y a 3 étapes.
il y a les services de sécurité, soit la police ou la gendarmerie ou les renseignements. Ensuite, il y a le procureur et puis ensuite la présentation devant le juge d'instruction. C'est en ce moment-là que l'avocat peut assister. Moi, je suis allé au commissariat de Cavignac, hein, pour bien vous préciser, pour assister ce citoyen américano-autre nationalité. Et j'avais même demandé à l'ambassade Pourquoi vous dites américaine. autre nationalité? Vous pouvez dire ce qu'il y a. Je ne veux pas préciser la deuxième. Peut-être il est américano-israélien. Non, non. Non. Alors, non, il n'est pas américano-israélien. C'est américano, une autre nationalité d'un des pays de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc, ok. voilà. Alors, les Américains, j'ai demandé à l'ambassade américaine d'envoyer quelqu'un parce qu'il y a un citoyen. Ils ont hésité, mais en fin de compte, ils ont envoyé une personne. Et cette personne, dès qu'elle a mis les pieds au commissariat de Cavignac, elle s'est présentée. Il y avait un traducteur, une traductrice avec cette personne-là. Tout le comportement a changé et la personne concernée était libérée alors qu'elle allait être écrouée. Était libérée dans moins de 24 heures. Ils lui ont remis ses bagages, son ordinateur, son téléphone, et ils l'ont mise dans un avion. Il a quitté le pays en quelques heures. Hein, je vous dis, ça s'est passé en moins de 24 heures. Donc, en Algérie, si vous n'êtes qu'Algérien, j'allais dire vous êtes rien. Mais sans ça, les franco-algériens. Oui, mais il n'est pas qu'Algérien. Il ne faut pas être que Algérien. Oui. Parce que si vous êtes que Algérien. S'il n'était qu'Algérien, il serait encore en prison, ce que vous voulez dire. Ah oui, oui, certainement. Moi, je suis certain parce que beaucoup de mes clients, certains croupiers sont encore en prison. مثلا, je vous donne l'exemple de Babenjal Mohamed. Babenjal Mohamed, il a obtenu un avis. Pourquoi je donne cet exemple? Ce n'est pas parce qu'il est mozabite, parce que c'est le seul détenu d'opinion actuellement en Algérie qui a un avis du groupe de travail pour la détention arbitraire qui ordonne carrément au gouvernement algérien de le libérer. Cet avait été rendu en 2023, de le libérer immédiatement. Mais Tebboune qui dit que الجزائر تطيع مجلس الأمن تسمع وتطيع ou quelque chose dans ce sens, elle n'obéit pas à ça, elle ne répond même pas. Les Donc, exemples fourmis. Hein. Oui, l'exemple de Kamal Din Fakhar, dont la gestion de sa grève de la faim a mené à sa mort, un véritable assassinat. Non, Jamel, attention. Non, Kamal Din Fakhar, il a fait une grève de la faim qu'il avait arrêtée 10 jours avant sa mort. Il avait arrêté sa grève de la faim le 18 mai 2019. L'encadrement de l'hôpital et les médecins qui sont ses confrères, attention, ça c'est le plus grave dans cette histoire, avaient refusé de l'alimenter et de le soigner. Ils l'ont laissé à mourir 10 jours après il est mort. Ce que je suis en train de dire. Je dis ça parce que Kamel Din Fakhar a été arrêté le 31 mars au même moment avec quelqu'un qui s'appelle Brahim Ouf, qui est ici en Belgique et qui était incarcéré avec lui seconde par seconde jusqu'au moment où il est tombé dans un coma et où il a été transféré. Donc nous avons un témoin oculaire qui a tout vu, tout entendu et qui m'a transmis toutes ces informations. Alors, maintenant, si vous n'êtes qu'Algérien, vous n'êtes rien. Et si vous êtes Algérien et autre chose, vous êtes surtout l'autre chose. Ça, il faut le savoir. Hein. Il y a des prisons en Algérie qui prennent bien en charge les gens. Qui ne le sait, mon cher ami? Qui ne le sait? Nous le savons tous. Alors, restez avec nous. Nous allons voir, avant de donner la parole à Maître Issa Rahmoun, nous allons voir cette déclaration de M. Sansal. Je vais bien. On a détecté, diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai été traité pour ça, de manière
tout à fait remarquable par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux, qui m'ont pris en amitié d'ailleurs, qui ont fait plus que leur devoir. Et je suis sorti donc de leurs mains en bonne santé. Alors, le régime algérien a mis tout le paquet dans son intox, dans sa propagande pour noyer le poisson. Il a fait dire à tous ses relais que M. Sensal n'avait été libéré, gracié, élargi que parce que son état de santé était préoccupant, voire grave. Et qu'en même temps, comme c'est l'ami allemand l'a demandé, on a accédé à sa demande. Alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est M. Macron qui a demandé au président allemand d'interférer parce que Tebboune ne souhaite pas répondre à la sollicitation de Macron parce qu'elle en a trop fait auprès de la société algérienne, qualifiant la France de tous les noms d'oiseaux et qui ne pouvait pas se dédire. Mais sinon, l'un dans l'autre, vous avez vu l'état de santé de M. Sensal, il brille, j'allais dire. Il est d'une santé absolument incroyable. Par rapport à ce qu'il était, c'est comme s'il avait fait une cure de jouvence et de bonne santé. Et le régime qui dit le contraire adopte un profil bas. Alors, mon cher ami, qu'est-ce que vous pensez de ça, entre autres? Avant ça, si Jamal, moi, je voudrais apporter juste une petite clarification en termes de procédure. C'est qu'il y a eu en Algérie justement un amendement par rapport à la procédure pénale quant aux visites des avocats pour des citoyens interpellés, mis en cause à l'occasion d'une infraction, entre guillemets. Et c'est qu'à partir de 2017, effectivement, les avocats, nous avions le droit, effectivement, de rendre visite après 24 heures de garde à vue pour nos clients qui sont dans les commissariats. Et pour les affaires liées au terrorisme, la garde à vue, elle était prolongée jusqu'à 12 jours. Donc, c'est à partir de la mi-temps, donc c'est-à-dire à partir du 6e jour qu'on pouvait rendre visite au commissariat et échanger avec les clients. Ça, d'une part. D'une autre part, en ce qui concerne les nationalités, les doubles nationalités, etc., il y avait bien d'Algériens, de belgo-algériens, d'américano-algériens, etc., qui ont été frappés de mesures d'ISTN, d'IETN, interdiction de sortie du territoire, mais aussi interdiction d'entrée au territoire. Et je rappelle les 2 épisodes de Farid Alilat et Nassira Dutour, qui sont entrés en Algérie avec leur passeport, c'est-à-dire et la nationalité française, et la nationalité américaine, et la nationalité algérienne ne peuvent pas te protéger. Après, Boualem Sansal, c'est un autre cas de figure. Mais il faut insister, je crois, rappeler le fait dans sa véritable ampleur. Les deux, Farid Alilat et Nassera Dutour, sont algériens. Et ils ont été expulsés, refoulés de leur propre pays, ce qui n'est pratiqué dans aucun pays au monde. Aucun pays au monde ne peut refouler ses propres citoyens. Et le drame, ils font appliquer à Nassera Dutour, du moins c'est le dossier que j'ai consulté, la loi 0811. La loi 0811, elle réglemente le séjour des étrangers en Algérie. Et que Nassera Dutour, elle était partie en Algérie avec son passeport algérien. Et elle est refoulée. Et dans le PV de refoulement, ils inscrivent, vous voyez, donc on est en face d'un régime, d'un pouvoir politique, le pouvoir et l'État, qui s'est accaparé de l'État, qui ne sait pas faire le fait d'avoir le guidon, d'avoir le volant, le fait d'avoir les manettes de l'État entre les mains, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans une panique incroyable. Pour revenir à ta question, Si Jamal,
Moi, les déclarations de Boualem Sansal me rappellent soudainement Rabbi Yarhamou al-Khdar Bourga'a, Oui, membre du collectif d'avocats de Khdar Rabbi Bourga'a. yarhamou, oui. Rabbi Yarhamou, on se souvient toutes et tous, tous les membres du collectif, que pratiquement 2 fois par semaine, on allait au juge, devant le juge d'instruction du tribunal Bermond Raïs à Alger, pour des demandes de libération provisoire, de mise en liberté. C'est dans la procédure, c'est 40. Après chaque refus, on a le droit en termes de procédure de déposer une autre demande. Et toutes les demandes, toujours le juge, il nous informe, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va prendre une décision favorable. Et la semaine prochaine, ça a pris des semaines d'après, donc plusieurs mois de mandat de dépôt, et qu'il est très mal, avait pratiquement maladie que Boualem Sansal. Il avait un cancer de la prostate, plus que ça, diabétique, hypertendu, il avait plusieurs maladies. Et souvenez-vous qu'il était, il ne faut pas qu'on soit amnésique, qu'il était jeté à l'hôpital Mustapha, à Alger, avec des soins, avec une prise en charge très, très limitée. Là, il s'agit d'un maquisard, il s'agit d'un moudjahid. Officier de Donc, l'ALN. Officier de En l'ALN. plus, Merci, pour Sidi apporter Jamal. de l'eau à votre moulin, Aïssa Hamoun, rappelez-vous cette campagne de calomnie qui avait été déclenchée contre lui pour le faire passer pour un déserteur de l'armée française, un soldat de l'armée française, sans dire qu'il avait déserté du service militaire pour rejoindre l'ALN. Il l'avait fait passer pour un ancien soldat félon de l'armée française. Et qu'il a usurpé le nom de son grand frère. Et là, il s'est fait passer pour son grand frère, pour dire jusqu'où ils peuvent aller, ces gens. Donc, et après, moi, je me souviens de ces obsèques. Quand on a été une cérémonie c'est vrai, officielle. au journal de 20 heures. Il l'avait dit au journal une cérémonie de 20 heures. Officielle. Ouais. Une cérémonie officielle. L'état-major de l'armée, la gendarmerie, des GSN, les sécurités, les routes ont été bloquées. Mais après, je vis dans un pays qui est normal ou pas. Est-ce que je suis dans le plein ouvrage à Kafka? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose? C'est une remise en cause existentielle. C'est comme disait Nietzsche, c'est le passage de l'animal, de l'âne au lion. Mais on oublie que c'est un passage animalier, un fonctionnement bestial dans leur façon d'agir. C'est pour ça que je dis qu'ils sont arrivés au pouvoir, mais ils ne savent pas quoi faire de ce pouvoir. Ils veulent se maintenir au pouvoir avec n'importe quel moyen, n'importe quel procédé, avec une violence législative, avec une violence policière, avec une violence éthique, avec une violence sociétale, économique. Tout est basé sur la violence. Et quand on entend Boualem Sansal, il est vrai je trouve qu'il était très objectif en disant que les médecins en Algérie ont prospecté, il les a salués, parce qu'il y avait une crainte. Boualem Sansal, il est de réputation internationale. Et qu'il y a effectivement des cercles, beaucoup de cercles, qui le soutiennent en Europe et au-delà de l'Europe. Donc, il était devenu un dossier encombrant. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si c'est un fake news ou plutôt une information, une déclaration vraie. Le ministre de l'Intérieur avait dit qu'on dépensait sur Boualem Sansal 45 millions de centimes. Je ne sais pas. Mais j'ai croisé ces informations. Par mois ou par mois. D'accord. Par mois. Il faut le croire sans peine, puisqu'il le dit lui-même. Je remercie les professeurs et les médecins de haute volée qui sont très bien occupés de moi. D'ailleurs, on va écouter, je vous rends la parole, la 7, où il nous parle de douche. S'il te plaît, avant ça. Allez-y. S'il te plaît, avant ça. C'est pour faire le parallèle. Si l'information est exacte et vérifiée, et que les déclarations sont
porte la responsabilité du ministre de l'Intérieur. 45 millions. Ça me renvoie à la grève de la faim que l'Akhdar Bourga'a, que le commandant l'Akhdar Bourga'a voulait mener à Al-Harrach, à la prison de Al-Harrach. Et j'ai comme témoin Maître Nabil Asmaït, Maître Majid Hachour et Maître Saïd Hadid. Ils disaient la chose suivante. Je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les prisons. Ils nous donnent une nourriture infeste qu'on ne peut pas manger. Je vais faire une grève de la faim pour gaspillage et dilapidation dans les maisons d'arrêt. Et là, on se pose des questions. Si 45 millions ont été attribués à Sansal, il mérite, Nahba, il n'y a aucun problème, il était malade. Alors là, comment les détenus, les autres détenus vont dénoncer la situation incarcérale en Algérie? Et restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Nous allons écouter ce que nous dit M. Sansal au sujet de la douche des détenus. Est-ce que vous avez été surpris d'abord d'atterrir en Allemagne? Oui, ben, je ne m'attendais pas du tout. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, on me sort du fourgon, qu'est-ce que je vois? C'est un avion siglé présidence allemande, c'était l'avion du président. Parce que l'Allemagne a joué un rôle important dans votre libération d'intermédiaire. Voilà. Je crois qu'il y a eu un accord entre les trois gouvernements, que je sois d'abord remis à l'Allemagne et pas à la France, parce que ça aurait pu être interprété comme étant un échec, une humiliation pour l'Algérie. Désolé, ce n'était pas la même vidéo, mais enfin, ce n'est pas grave. En tout cas, il a dit que lui prenait, je crois, sa douche tous les jours, qu'il manquait de rien, alors que les détenus, eux, ils ne savent pas ce que c'est une douche par jour. De loin s'en faut. On va essayer de l'écouter quand même avant de faire le dernier tour de micro. Ce qui a été donné, je pense, par le président, il faut faire attention, il faut le soigner, il faut, voilà. Et donc à partir de là, j'étais comme un coq-en-pâte. Voilà, j'étais plus surveillé que d'autres, mais pour me protéger des attaques des islamistes ou des terroristes. Et puis j'avais quelques petites facilités, par exemple la douche. Moi, je pouvais prendre une douche tous les jours. Pour les prisonniers, c'est une douche tous les 10 jours, 5 minutes, montre en main. C'est-à-dire il faut 2 minutes pour se déshabiller, 1 minute il rentre sous le jet, et il ressort 2 minutes pour s'habiller. Terminé. Moi, j'allais à la douche tous les jours, je prenais ma douche tranquillement, voilà. Vous aviez des livres? Et j'avais un menu spécial. Un coq en pâte, sans plus de commentaires. C'est lui-même qui le dit. J'étais comme un coq en pâte. Alors, dernier tour de micro, Maître Salah Debbouze, Maître Issa Rahmoun, sur les détenus d'opinion et des prisonniers politiques qui croupissent, c'est le mot, dans les geôles du pouvoir algérien, qui se subdivisent en deux grands groupes. Le groupe des années 90 qui ont été condamnés à de très lourdes prisons, parfois à la perpétuité, alors qu'ils portaient, Maître Rachid Mesli en parle très bien d'ailleurs, ils portaient des traces visibles de torture et ils ont affirmé devant les juges qu'ils ont été condamnés à la suite d'aveux qui leur ont été extorqués par la torture. Ces gens-là sont en prison depuis plus de 30 ans, ils meurent les uns après les autres. La plupart d'entre eux ont des maladies absolument incurables et qui vivent des conditions de détention atroces, inhumaines, infra-humaines. Et l'autre grand groupe, celui des opposants, celui des militants politiques, ceux du Hirak notamment, mais pas seulement, ceux d'après qui ont continué la lutte et qui sont arrêtés pour n'importe quoi, condamnés à de lourdes peines pour n'importe quoi, parfois pour un commentaire sur Facebook, et qui aujourd'hui sont dans une situation indicible. Je veux profiter justement de cette occasion pour rappeler que le poète du Hirak, notre frère Tajadid, a été condamné à 5 années de prison pour avoir dit des poèmes pour la libération et la dignité de tout un peuple. Maître Salah Debbouze, je vous laisse donc nous dire votre avis en moins d'une minute 30, s'il vous plaît. Oh, une minute. Bon,
j'avais quelques remarques à dire, je vais les dire tout de suite, vite. D'abord, pour la visite des avocats, moi je parle de l'assistance de l'avocat chez la police quand on fait un interrogatoire, pas de la visite qui effectivement depuis 2017 est permise aux avocats sous certaines conditions. Ensuite, Boualem Sassal a dit des choses, il faut bien voir les mots. Hein. Il a dit on a diagnostiqué, il n'a pas dit on a trouvé, on a diagnostiqué. Le diagnostic peut être faux. Un cancer et j'étais soigné. Et donc, moi, je sais que le cancer ne se soigne pas en quelques mois. Maintenant, pour les détenus, Boualem Sassal, quand il a été arrêté, la dernière remarque, c'était, moi, je considère que c'était un otage. Donc, les autorités algériennes savaient très bien qu'il va être libéré. Et quand il va être libéré, si jamais il subit un mauvais traitement, il va le dénoncer. Donc, ils l'ont très bien traité dans la prison en faisant dire qu'il est dans de mauvaises situations pour justement justifier sa libération. Ça, c'est un contexte bien déterminé, c'est la nature du régime algérien. Il fait du cinéma quand ça lui chante. Ensuite, quand ils sont arrivés à la libération, il fallait bien sauver un petit peu la face du régime algérien pour ne pas subir, d'autant plus qu'il y a beaucoup de détenus d'opinion. Pourquoi seulement Boualem Sassal? Les adversaires, on va dire, de l'Algérie ont aidé un peu l'Algérie pour s'en sortir de ce gouffre. Je sais qu'il y a beaucoup de détenus dans une situation inhumaine. Je vous dis une chose, il n'y a pas que plus loin que 4-5 mois, quelqu'un est sorti de prison, je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne veut pas le dire, il a été torturé à l'électricité et dans ses parties génitales et j'ai des preuves. Maintenant, il y a de ça 3-4 mois. D'accord. Alors, donc, ces traitements inhumains existent. Pour les doubles nationalités aussi, je voudrais dire une chose. Il s'agit des arrestations, pas des refoulements. On peut refouler n'importe qui soit algérien ou pas algérien. Mais si vous êtes arrêté, vous avez une autre nationalité. Et si vous faites valoir ça, vous êtes tout de suite relâché. Même si vous ne faites pas valoir, ben, personne ne peut le savoir et donc vous êtes maltraité. Merci. Maintenant, pour votre question, quand j'étais en Algérie, j'ai eu l'occasion de recevoir le représentant des détenus des années 90. Et il m'avait communiqué, ils étaient une soixantaine, je crois, il m'avait communiqué des situations de certains, je vous dirais un cas, qui était mourant, il était dans le stade métastase de son cancer, il était mourant, c'est-à-dire c'était certain qu'il n'allait pas passer plus de quelques semaines. Et sa famille ne demandait pas plus aux autorités judiciaires de le mettre dans une cellule carcérale pour juste l'accompagner jusqu'à sa mort. Et les autorités ont refusé ça. Ils l'ont laissé mourir dans sa cellule, ils l'ont livré dans un cercueil fermé, ils leur ont demandé de ne pas l'ouvrir. Et maintenant, il vient nous dire, le président allemand m'a dit, pour des raisons humanitaires. C'est une humiliation. Parce que ça veut dire que Tebboune ne connaît pas les conditions, les raisons humanitaires. Sauf si un Allemand lui dit. Merci. Si les conditions humanitaires sont en Algérie, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le savoir, ni lui, ni les autorités. Merci, Maître Salah Debouche. Désolé de vous interrompre. On pourrait vous écouter des heures. Alors, Salah, Maître Rahmoun, Maître Aïssa Rahmoun, je suis désolé de devoir vous laisser juste une minute. Vous le comprendrez. Nous avons dépassé le temps de l'émission. Le mot de la fin vous revient. Donc. En une minute, je vais essayer de placer quelques pages. Le premier, la dernière visite de CICR de la Croix-Rouge remonte aux prisons algériennes, remonte à 2001, juste après les événements de Kabylie. Que le régime laisse les organisations internationales visiter les prisons et voir les conditions d'incarcération des détenus d'opinion, mais aussi des détenus de droit commun. Un. De deux, là, je vois l'hypocrisie du régime algérien, sollicité par une Allemagne qui soutient le génocide à Gaza pour des raisons humanitaires. Ce même régime allemand qui fait partie de l'Union européenne, quand les Allemands, les Italiens ou les Français ou les Portugais demandent quelque chose à Alger, ce n'est pas ces pays, c'est l'Union européenne qui demande. Il faut qu'ils arrêtent de manipuler ce genre de messages.
Et quant à la situation des détenus d'opinion et même des détenus de droit commun, on va y aller. Je voudrais revenir sur les détenus, voilà, des années 90, mais aussi les détenus d'opinion du 22 février 2019. On est dans un régime central qui a tout centralisé. Il n'y a ni indépendance de la justice, ni indépendance du pouvoir législatif, encore moins du quatrième pouvoir qui sont les médias et le monde de l'information et de la communication. À Merci. partir de ce point, quand la justice n'est pas indépendante, ou Yahya est victime de justice, lui qui était humilié à l'occasion de l'enterrement de son frère, tous les ministres, tous les généraux incarcérés, tous les détenus d'opinion, ceux des années 90, ils sont tous victimes d'une justice aux ordres. Et ce processus de justice transitionnelle allant des années 90, de la guerre civile en Algérie et de la guerre économique contre les Algériens, les années 90 et les années de Bouteflika, Merci. y compris les années Tebboune. Il nous faut une justice transitionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés d'avoir fait cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous recommande de suivre ce qui va suivre, que vous avez vu pendant l'émission, que nous allons vous représenter. Bonne soirée à vous. Il faut une certaine prudence. Le gouvernement algérien réagit toujours de manière épidermique. Un petit mot comme ça, et c'est la grande colère. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Tebboune, quelle gesticulation, il parlait de moi en me traitant de bâtard, de... تبعت لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب